voudrais, au nom de notre organisation, la Ligue panafricaine du Congo, Moja, remercier toute l'assistance et dire simplement que le 24 juin, nous deviendrons Ligue panafricaine ou Moja tout court. Juste pour expliquer, c'est que beaucoup de nos frères et sœurs du continent veulent s'approprier Ligue panafricaine du Congo, Ligue panafricaine du Gabon, Ligue panafricaine de Côte d'Ivoire, pour avoir en fait une Ligue panafricaine qui serait un peu la coordination générale des ligues panafricaines de chaque territoire pour essayer d'harmoniser nos positions dans chaque territoire. Je voudrais aussi dire un mot au comité d'organisation pour l'initiative. Nous sommes très contents de faire partie de ce panel prestigieux et surtout un mot spécial à l'UPC, parce que l'UPC c'est un peu notre ancêtre dans la lutte anticoloniale. C'est très très important pour nous. C'est une fierté de nous retrouver encore une fois aux côtés de l'UPC. Je vais donc traiter de l'alternance démocratique directement, puisque je vois que les thèmes qui ont été plus ou moins... nous sied très bien, puisque ça tranche avec les habitudes, les vues politiques ethno-régionalistes qui malheureusement dominent l'Afrique centrale, il faut le dire. La plupart de nos partis politiques, de nos organisations sont taillés sur mesure sur la question ethnique et régionale, au dehors de nos discours que nous tenons toujours. C'est très bien que le vocable Afrique centrale soit remis au centre pour rappeler un peu Barthélemy Boganda. Donc pour revenir à l'impasse des transitions démocratiques en Afrique centrale, je ne vais pas refaire l'histoire récente puisque tout le monde sait à peu près que c'est à partir des années 90 que nous prenons comme référence les dernières alternances qui ont pu avoir lieu sur le continent. En fait, à bien regarder de près, ce que nous dénonçons aujourd'hui, c'est comme un match qui n'a pas été gagné en 90, puisqu'il y a eu alternance démocratique, disons-nous la vérité. Il y a eu quelques élections qui ont eu lieu en Centrafrique. Le président Patassi a été élu en octobre 93. Au Congo-Brazzaville, dont je suis originaire, le président Pascal Lissouba a été élu en août 92. Qu'est-ce que les acteurs du changement d'hier ont fait pour perdre l'alternance aujourd'hui? C'est ça le problème. La nature des causes, les acteurs d'hier, à la base des régimes dictatoriaux et totalitaires des années 90, on ne les a pas découverts en 90. De la même manière aujourd'hui, nous ne découvrons pas les causes et les acteurs. Nous les connaissons. Est-ce que l'analyse d'hier, le contenu que nous avons donné à l'alternance démocratique hier, était juste? Est-ce que le contenu que nous donnons aujourd'hui à l'alternance démocratique que nous demandons encore aujourd'hui est juste? Si on ne fait pas cette autocritique, je crains que l'histoire se répète. L'histoire peut se répéter, parce qu'effectivement, je vois bien qu'il y a des gens qui attendent un autre discours de la Bolle. Hein? Mais est-ce que nous avons fait la bonne analyse si ce discours arrivait, pour ne pas revenir ici 20 ans après, pour se plaindre encore de l'alternance démocratique? Je rappelle qu'il y a eu l'alternance démocratique dans certains cas. Il y en a eu. Donc, notre analyse consiste à montrer aujourd'hui qu'il y a une limite dans l'analyse des acteurs du changement de 90, et cette limite n'a pas été prise en compte aujourd'hui. Cette limite, c'est quoi? C'est que on veut l'alternance démocratique dans des États qui n'existent pas. Peut-être juridiquement, oui, mais dans les faits, non. On arrive à ce paradoxe extraordinaire, insuffisamment relevé, ou presque jamais. On promet de construire des écoles, on promet de construire je ne sais quoi, alors même qu'on n'a pas la souveraineté politique. On a fait, et regardez bien les discours des opposants actuels, on fait l'impasse. Au fond, le combat des années 60 n'est pas terminé. On a beau refuser ce combat, il est là. La démocratie fait partie de la décolonisation. On ne peut pas se contenter de demander les droits politiques, la liberté d'expression,
la liberté de circulation, sans revendiquer le combat pour la justice et les égalités. Ce qui veut dire quoi? Qu'il faut remettre en cause immédiatement les programmes d'ajustement structurel. Réal politique oblige, pragmatisme oblige, les opposants refusaient ce combat. Nous avons dénoncé les régimes des années 90, qui sont revenus d'ailleurs aujourd'hui. Mais nous refusons d'engager le combat du rejet, je dirais, de leur passif. Le passif de ces régimes, c'est quoi? Ce sont les dettes odieuses. Les dettes odieuses. Alors, il faut revenir un peu sur les alternances démocratiques en 90. Peut-être qu'on ne se rend pas compte. Il y a eu un profil très intéressant des premiers ministres qui ont conduit ces alternances. En général, les hauts fonctionnaires, acquis au dogme néolibéral de Washington, de Bretton Woods, André Milongo, Congo-Brazzaville, ancien du FMI, Ouattara en Afrique, en Côte d'Ivoire, Soglo au Togo, au Bénin. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? C'est qu'ils ont réussi, le pari, de nous faire accepter qu'on pouvait contester des régimes de Biya, de Sassou Nguesso, mais tout en acceptant le passif. Le passif, c'est quoi? Le passif, c'est qu'il faut continuer à rembourser des dettes odieuses, des régimes illégitimes, conclus avec les créanciers eux-mêmes qui ne pouvaient ne pas savoir qu'ils avaient affaire à des régimes ONU. Le droit international existe. La Convention de Genève de 1969 sur les traités entre États existe. Et des pays qui ont fait ça. Entre 1946 et 2008, il y a eu 169 défauts de paiement. Vous avez déjà entendu un pays qui est mort pour avoir refusé de payer la dette? Non. On a menacé les opposants. On a dit à ces opposants, si vous ne voulez pas courir l'isolement international, il ne faut pas toucher à ces questions. Je parle ici sur surveillance, effectivement, des anciens ministres. Les programmes d'ajustement structurel, est une double peine. Au nom de quoi? Au nom de quoi les dettes aussi odieuses? Parce que si vous n'analysez pas bien la question des dettes, vous ne comprenez pas pourquoi, depuis 20 ans au Mali, il n'y a pas une nouvelle université. Patassi a fait 10 ans, il n'y a pas une nouvelle école. Lissouba a fait 5 ans, il n'y a pas une nouvelle université. Il faut comprendre ces choses-là. Comment on peut accorder les droits politiques sans les droits économiques? C'est la souveraineté des États. Si vous acceptez d'appliquer des programmes d'ajustement structurel, mais vaut mieux mettre les fonctionnaires du FMI à la place. Nous sommes devenus des enfants de course des programmes d'ajustement structurel pour les faire accepter à nos administrations. Qui paye ces dettes? Les mêmes populations, hier meurtries par les dictateurs, les démocrates des années 90. Hein, on parlait de Congo démocratique, démocratiquement élu, mais le président Patassi avait cette habitude, je suis démocratiquement élu. Est-ce que ce n'était pas un refoulé pour lui-même pour se considérer pas vraiment comme étant un président? Parce que le PPT aujourd'hui, qui est le programme d'ajustement structurel, hier, c'est quoi réellement? C'est que hier, avec le PASS, on était à des scandales où des États consacraient presque près de 35 à 40% du budget national pour rembourser la dette, limiter les crédits de santé, de bourse. La conséquence de tout ça, c'est quoi? En échange, vous devrez appliquer les politiques décidées à Washington. Libéralisation absolue. Ce que la Grèce vit en 3 ans, nous le vivons, nous, depuis 30 ans. Sous la houlette des opposants, qui étaient passés au pouvoir, bien sûr. Ce débat n'a pas lieu. Je vous prends un exemple. Le Premier ministre Jacques Opango au Congo-Brazzaville est Premier ministre de 93 en 96. Il applique les programmes d'ajustement structurel, qui étaient déjà d'ailleurs en cours, c'était une nouvelle phase, puisque depuis les partis uniques, ça s'appliquait déjà. 30% de réduction de salaire de ses fonctionnaires. Vous savez ce que c'est qu'un fonctionnaire en Afrique? Ce qu'il a comme charge derrière. Ce n'est pas sa famille nucléaire. C'est toute une famille derrière. 70%. Au Cameroun, voilà, par exemple. Au Cameroun. Le président Yumi Opango l'applique avec tout ce que ça, au niveau des étudiants, tout ce que vous voulez, imaginez tout ça. Mais cette affaire n'a pas été l'objet d'opposition entre n'a pas été l'objet d'affrontement entre l'opposition et
la majorité. La classe politique africaine aujourd'hui est d'accord avec ça. D'accord? Par contre, au même moment, l'opposition congolaise a vu ses résultats législatifs anticipés contestés par le pouvoir. Et il y a eu la guerre avec ça. Donc, pour accéder au pouvoir, pour les libertés politiques, pour aménager le jeu de la compétition politique, on peut se battre jusqu'à la mort. Mais quand on réduit 30% des fonctionnaires, ce n'est pas un problème. Deuxième exemple, la dévaluation du franc CFA. Je prends Patassé, je prends l'histoire. Ils sont élus démocratiquement. Comme ils ont renoncé, ils ont capitulé sur la question de la souveraineté du pays. Donc ils ont été élus avec des programmes. Vous imaginez, vous êtes élus avec des programmes, Patassé pour 6 ans, Lissouba pour 5 ans. C'est ça leur régime. 2 ans, 3 ans après, un individu à l'extérieur de votre pays, qui s'appelait Balladur, a décidé de dévaluer votre monnaie. Mais on parle de la dévaluation comme une affaire basique comme ça. Non. Mais quelle est la conséquence réelle? Toute la population, vous savez que l'Afrique importe tout. Les prix, les denrées alimentaires doublent. Votre dette extérieure augmente. Ce n'est peut-être pas un bombardement de l'armée française, mais ça ressemble à une déclaration de guerre. D'accord? Donc, l'alternance démocratique, nous disons oui aujourd'hui, mais nous, Ligue, comme je vous ai dit, nous sommes en train de nous étendre, nous ne soutiendrons. Nous ne ferons pas d'alliance avec les mouvements politiques qui refusent d'engager le combat pour la souveraineté des États. Ça doit être clair. Parce que cette alternance démocratique, vous allez la faire avec qui? Avec le peuple. Mais 20 ans de démocratie au Mali, après un coup d'État, il n'y a pas de manifestation particulière. Les populations ne considèrent pas 20 ans de démocratie et d'alternance tant chanté dans les médias comme étant un acquis historique. Mais c'est normal, parce que 20 ans de démocratie sans une nouvelle école, 20 ans de démocratie sans une nouvelle route, 20 ans de démocratie sans un hôpital, 20 ans de démocratie. J'ai lu le rapport du CNSED qui dit même ceci. Il faut 110 ans au Mali pour arriver à répondre aux exigences du FMI, la Banque mondiale. Donc il faut arrêter de faire des enfants, il faut arrêter de vivre le pays. C'est quoi ça? Qui dénonce ça? Les opposants. Nous tous qui sommes là, qui sommes opposés à ce système, nous devrions, le Premier ministre Gué l'a dit tout à l'heure, renouveler le discours politique. Mais renouveler le discours politique, c'est de dire à ces étudiants aujourd'hui en Afrique, la nature du fait qu'il n'y a pas de bourse, la nature du fait qu'il n'y a plus des écoles, la nature... Mais le Congo-Brazzaville, sous Sassou 1, c'est pas pour l'encenser, c'est un dictateur. Et sous Sassou 1, il y avait comme des hôpitaux. Moi j'ai été hospitalisé. À Brazzaville, il y avait une assistante sociale qui était venue dans ma chambre. L'hôpital était nettoyé. Vous savez qu'aujourd'hui à Brazzaville, il faut mettre les malades à dos d'homme pour monter au 4e étage. Dans le même hôpital. Voilà la réalité. Il y a un maquillage de la réalité que l'élite politique refuse de voir. Parce qu'elle veut arriver au pouvoir. Et elle a été au pouvoir. Elle ne tire pas les leçons. Elle veut repartir au pouvoir. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Donc, la jeunesse africaine aujourd'hui a lu Cheikh Anta Diop. Elle a lu Lumumba. Elle a lu Kwame Nkrumah. Elle connaît ces réalités. Elle ne doit plus se laisser aller à l'abattoir pour des manifestations de partis politiques sur le tribalisme, alors que c'est le faux problème. Leur vrai problème commun, c'est la santé, l'éducation, les routes, rester chez eux, grandir là-bas, construire. Voilà le contenu de l'alternance démocratique aujourd'hui. Quel est son contenu? C'est-à-dire que la deuxième phase, on peut beau dire, hein, la France, nous avons des relations d'amitié, d'histoire avec la France. C'est lénifiant. C'est quoi ces relations d'amitié, d'histoire quand on vous dévalue? C'est une guerre civile, ça. C'est quoi ces relations? On veut faire passer une histoire douloureuse, agressive, violente, comme une histoire normale, neutre. C'est pas de la haine contre la France, c'est une réalité. Pourquoi nous cachons cette réalité à nos peuples? Monsieur Hollande aujourd'hui a la responsabilité du franc CFA, vous le savez très bien. Tout à fait. Est-il prêt à le concéder? Non. Donc, je crois que la question de l'alternance doit avoir un contenu. On a beau tourner en rond, l'indépendance n'est pas acquise. Maintenant, il faut arriver aux solutions. En solution.
l'avez compris, nous sommes des panafricanistes. Panafricain est un contenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut regarder l'état du monde. C'est ce que les Nkrumah ont fait. Quel était l'état du monde en 60? Quel est l'état du monde aujourd'hui? C'est que, regardons-nous, un petit pays comme la Centrafrique, comme le Congo, comme le Gabon, qu'est-ce que ça vaut face aux masses géostratégiques, géopolitiques, comme les États-Unis, les États continentaux comme l'Inde et la Chine? Qu'est-ce que vous valez? Vous valez rien. Il faut dépasser ces cadres. Il faut faire une violence pour l'accepter. Vous ne voulez pas l'accepter et vous continuez à proposer des solutions qui ne marcheront pas. Exemple simple sur la dette. Le FMI dit, regroupe les créanciers, donc ils sont plus forts. Les créanciers du FMI, vous savez, derrière, c'est les relations multinationales, multilatérales. Derrière sont des États et ainsi de suite. Nous ne voulons pas que les États africains se regroupent pour venir plaider leur cause. Mais eux, ils ont regroupé les créanciers. C'est quoi cette affaire? Ne serait-ce que sur ça, regroupons-nous. Nous sommes plus forts. Donc la solution est panafricaine, elle n'est pas ailleurs. Nous devons commencer en Afrique centrale par dire quels sont les... Et moi je dis c'est très important, il faut faire ce débat de fond. Qui est d'accord avec quoi? Qui n'est pas d'accord avec quoi? Pour créer la solidarité panafricaine, parce que cette solidarité a une base politique, a une base historique. Le Premier ministre tout à l'heure disait qu'il faut renouveler le discours politique. Oui, il faut le renouveler. Vous avez vu tout à l'heure, le Premier ministre a fait il a cité les ethnies. Mais moi j'appelle ça de la sociologie coloniale, de l'ethnologie coloniale. Il y a des Africains, au prix même de fois de leur vie, de leur profession, comme les Cheikh Anta Diop, qui se sont battus au niveau de l'UNESCO, qui ont refondé la sociologie ethnique africaine, qui ont montré que nous avons des bases communes, qui ont montré il ne peut pas y avoir d'ethnie Congo, d'ethnie Baya, ce sont des Bantous. À la limite, c'est une nation Bantou, puisqu'ils ont ce qu'on appelle l'ancêtre commun prédialectal. C'est scientifique, c'est pas moi qui dis. Mais renouvelons nos discours politiques à la lumière de ce que les travaux de nos illustres intellectuels ont fait, que de reprendre cette classification. Il n'y a pas de différence fondamentale entre un Mboshi et un Congo, ça n'existe pas. Regardez bien comment ils fonctionnent, ils croient tous aux sorciers, ils croient tous aux Nganga, ils sont tous pareils. Même dans la langue, la structure linguistique. Mais renouvelons le discours politique et ayons le courage politique d'aller dire au peuple, vous êtes le même peuple. C'est à l'élite qui a compris de se faire violence, même quand le discours est inaudible dans un premier temps. On commence minoritaire. Lumumba était minoritaire, il a fini par gagner les élections en 60. Personne ne le croyait. Face à Kasavubu qui avait la BACO. On oublie que c'est Lumumba qui était président. C'est le MNC qui a voté Kasavubu. Mais Lumumba était minoritaire au départ. Nous sommes minoritaires aujourd'hui, nous sommes d'accord. Mais nous savons qu'à l'allure où ça va, nous serons majoritaires. Parce que la triste réalité va rappeler à la jeunesse africaine qui dit la vérité, qui est patriote, qui n'est pas patriote. Voilà, je vous remercie. Merci.